Bien, on est très très heureux de vous recevoir pour ce webinaire. Alors nous faisions un petit peu le point tout à l'heure dans le cadre de la préparation de cette soirée. On a démarré en 2020 cette aventure, cette magnifique aventure. Et en fait, nous en sommes aujourd'hui à notre septième webinaire. Et c'est très précieux pour nous ces moments d'échange avec les participants. Comme nous on a vraiment, on est fiers de dire que cette étude est une co-construction avec vous. C'est une aventure que nous menons ensemble. Et ces moments d'échange sont très précieux pour avoir vos retours, vos idées, ces échanges. Et donc, on est particulièrement heureux de mettre en place ce webinaire ce soir à plusieurs titres. Ça nous permettra de faire un petit point sur l'avancée de notre projet, notre aventure ensemble, de vous montrer quelques résultats de certaines questions, puisque vous répondez à beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on va aborder l'une de ces questions, qui est le fardeau lié au diabète. Et notre épidémiologiste référent pour cette aventure, Guy Fagerazzi, nous en parlera. Et nous avons un invité prestigieux ce soir, qui est le professeur Pierre-Yves Benamou, qui nous parlera de thérapie cellulaire. Et ça, ce sera dans la deuxième partie de cette soirée. Donc, je propose de démarrer. Et bien sûr, comme d'habitude, il y aura des moments des échanges avec vous. Vous serez interpellés. On aura l'occasion d'échanger à l'occasion de cette soirée. Donc, ce projet, on le dit à chaque fois, c'est important de le dire, a été à l'initiative de la Société savante francophone du diabète, qui s'appelle la SFD, et puis promu, c'est-à-dire que c'est le responsable réglementaire, le propriétaire de cette étude est une fondation, la FFRD, tout ceci dans un cadre réglementaire extrêmement strict, éthique, et également on est conforme à la réglementation liée à la circulation des données des personnes. Ces côtés réglementaires et éthiques sont fondamentaux. La suivante. Et là, vous voyez ici la super équipe. Vous voyez, ils sont fidèles. Alors, malheureusement, pour des raisons personnelles, notre directrice projet, qui fait un travail mais fantastique, Laura Sablon, ne peut pas être présente parmi nous, mais elle est formidablement représentée par ses collègues avec lesquels elle travaille, Mathilde, Maxime et Maëlle. La diapositive suivante. Et donc, je vais vous rappeler les grands points clés de ce projet, mais que vous connaissez déjà, puisque vous êtes des membres actifs de cette aventure. En fait, on a vocation à recruter 10 000 patients. Le professeur Emmanuel Cosson, qui coordonne le projet avec moi, nous fera un point de l'état d'avancée aujourd'hui. Donc, on a quand même un projet, un objectif ambitieux, c'est recruter 10 000 patients, dont 1 300 enfants, donc des adultes et des enfants, vivant avec un diabète de type 1. Voilà, et puis on a différentes sources d'informations, et notamment la base de données de la sécurité sociale, ce qui nous permet de vous suivre d'un point de vue actif quand on vous voit face à face, mais également via des informations de la base de données de la sécurité sociale qu'on appelle le SNDS ou Système national des données de santé. La suivante. Donc on a des informations médicales que nous récoltons au moment où on vous voit face à face, lors de la consultation médicale, qui a lieu pour l'étude SFDT1 tous les 3 ans. On met du sang au frigidaire pour demain essayer de trouver des dosages qui permettraient de mieux comprendre les complications et mieux les détecter, les dépister. Et vous êtes au courant, vous recevez mensuellement des questionnaires sur les différents aspects de votre quotidien, parce qu'il nous semble que c'est la manière dont vous vivez avec le diabète est quelque chose d'absolument essentiel pour mieux comprendre ce que c'est. Et c'est vous qui connaissez ces aspects du quotidien, et on en aura une forte illustration tout à l'heure. On a des données de capteurs, en l'occurrence actuellement le Freestyle Lib, mais on espère avoir d'autres outils connectés dans l'avenir. J'ai déjà parlé de la base de données de la sécurité sociale, et ce n'est pas rien, les fameux webinaires que nous vivons par exemple ce soir. La diapositive suivante. Donc, Et je maintenant, je suis laisse la parole. Emmanuel Cosson, voilà, bienvenue à tout le monde et bonjour. Je vais vous présenter un peu les actualités, où nous en sommes. Donc, Jean-Pierre vous a présenté le projet et puis on va voir. Donc, vous voyez qu'on est 79 centres à être ouverts dans la France et aussi outre-mer. Il y a Guadeloupe qui est ouvert, on est en train d'essayer d'ouvrir les autres territoires. Il y a la moyenne d'âge. C'est 40 ans pour les patients adultes et on a 4 866 participants, donc presque la moitié de 10 000. On aurait bien aimé mettre le chiffre 5 000 aujourd'hui, mais pas encore, bientôt. Ça va bientôt venir et 439 enfants qui sont inclus.
Et vous êtes deux tiers, pour ceux qui recevaient les questionnaires, à répondre au fameux questionnaire, ce qui génère bien sûr beaucoup de réponses à des questions qu'on se pose. Et vous aurez l'illustration, comme le disait Jean-Pierre, juste après. Mathilde, tu peux passer. Je vous décris un petit peu justement la cohorte d'adultes et des enfants. Donc, on a autant d'hommes que de femmes pratiquement. Comme je vous ai dit, 40 ans d'âge. Notre plus jeune, c'est 18 ans, c'est normal, il vient d'être adulte. Et notre doyen est à 93 ans. Pour les enfants, on a un petit peu plus de garçons que de filles. Et ils vont de 6 ans à 17 ans, moyenne d'âge 12 ans. Donc, Mathilde, tu nous fais un petit focus sur les centres, justement? Oui, c'est ça. Donc l'idée, enfin déjà bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. L'idée, c'était de vous faire un petit peu une question rigolote pour savoir un peu d'où vous venez et pour que vous puissiez deviner aussi quel est le plus gros centre SFDT1, en tout cas le centre qui a recruté le plus de patients jusque-là. Donc vous avez toute la liste des centres sur votre gauche et à droite, donc chaque centre est représenté en fonction du nombre d'inclusions. Et donc, normalement, il y a une petite question qui va s'afficher et vous allez pouvoir voter pour savoir, du coup, selon vous, quels sont les trois plus gros centres recruteurs dans la cohorte. Donc, les votes, c'était la Riboisière, La Riboisière, Lyon Timone, et Marseille. Marseille. Bah, les grosses villes, tiens, c'est bizarre. Ok. Ah oui, il y a eu Lyon aussi. Ouais, ouais, Ouais. Du coup, le top 3 donc c'était bien Lariboisière à Paris. Ensuite, on a Toulouse avec 297 inclusions et Rennes avec 289 inclusions. Qui l'eût cru? ouais. Voilà. Donc, bravo, hein, c'est des super centres. Et si vous faites partie des centres, merci de participer. Après, on a aussi quelques enfin, plus gros centres recruteurs. Il y a Cochin, toujours à Paris, du coup. Il y a également Dijon, il y a Nantes, il y a Bichat à Paris, il y a Nancy. Voilà, on a un maillage quand même assez complet. Et Grenoble a 107 inclusions, du coup. Guy, je te laisse la parole, du coup. Oui, merci beaucoup Mathilde. Bonsoir à tous. Guy Fagherazzi, je suis le chercheur qui travaille avec Jean-Pierre et Emmanuel au quotidien pour analyser les données que vous générez, soit dans les visites cliniques, soit par les questionnaires. Et pour ceux qui participent au questionnaire, vous savez que tous les mois, vous avez une thématique. Et dans le troisième mois après votre inclusion, c'est-à-dire après votre première visite, vous avez un questionnaire sur le fardeau du diabète. C'est un questionnaire qui s'appelle PAID. En anglais, ça veut dire Problem Areas in Diabetes. Donc, c'est les problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien et comment vous vivez par rapport à ces soucis du quotidien liés à la gestion du diabète. Donc, on va un peu parler de ça aujourd'hui. Donc, si tu veux bien passer, Mathilde, sur la slide, on va tout de suite commencer par une question sur votre diabète. Vous avez énormément de choses à gérer au quotidien par rapport à votre diabète. Et selon vous, combien de décisions liées à votre santé vous devez prendre en moyenne chaque jour en vivant avec votre diabète de type 1? Est-ce que c'est 30 décisions liées à votre santé, 80 décisions par jour, 130 décisions par jour ou jusqu'à 180 décisions par jour? Donc on peut laisser quelques secondes pour répondre. Combien de décisions vous devez prendre en permanence chaque jour en moyenne liées à votre diabète de type 1? Les résultats, donc la réponse la plus fréquente, c'est 30 décisions par jour, avec 63% des répondants qui ont dit 30. 80 ensuite vient avec 26%, 130 décisions par jour pour 9% d'entre vous, et 180 décisions par jour pour seulement 2% d'entre vous. Et alors, la bonne réponse, c'est 180 décisions par jour en moyenne. Il y a eu plusieurs études, et notamment une aux États-Unis, avec une étude très complète de plein de profils au quotidien de personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et lorsqu'on met tout ensemble, les décisions par rapport à son alimentation, son activité physique, le sommeil, l'administration d'insuline, le travail, les relations avec son entourage, comment on gère son diabète, et ben en fait, on arrive très vite à plus de 100, et en moyenne, une personne qui vit avec un diabète de type 1 a 180 décisions par jour à prendre. C'est énormément de questions en permanence, et en fait, ça génère ce qu'on appelle une charge mentale,
la charge mentale liée au diabète, ou alors un autre mot pour en parler, c'est le fardeau du diabète au quotidien. Et ça, c'est souvent peu étudié, parce que pour l'analyser, pour l'étudier, il faut poser plein de questions, comme le questionnaire PAID que vous remplissez dans le 3e mois de suivi d'SFDT1. Et on a fait un énorme travail avec une publication scientifique dont on voulait vous parler dans un instant. Donc, Mathilde, si tu veux bien euh, passer, on a encore une petite question pour vous. Alors, on a travaillé sur ce fardeau du diabète et on a identifié des profils. Il y a des personnes en moyenne, c'est pas vrai pour tout le monde, mais en moyenne, est-ce que vous pensez que le diabète de type 1 est moins contraignant pour les hommes qui ont eu un diagnostic de diabète de type 1 récent, pour les hommes qui vivent avec un diabète de type 1 depuis longtemps, on va dire plus de 20 ans? Est-ce que c'est plutôt les femmes avec un diagnostic de diabète de type 1 récent, ou au contraire les femmes qui vivent avec le diabète depuis plus longtemps, avec plus de 20 ans de vie avec le diabète? Pour qui c'est le moins contraignant? Qui a le fardeau lié au diabète le plus faible? Et donc, il y a 4 réponses. On peut laisser encore quelques secondes pour répondre selon vous. Qu'est-ce que vous avez répondu? Pour vous, le diabète est moins contraignant en moyenne pour des hommes qui vivent avec un diabète de type 1 depuis plus longtemps, donc plus de 20 ans. Ensuite, avec 50% de réponses, en deuxième vient les hommes avec un diagnostic de diabète de type 1 récent, les femmes avec un diabète de type 1 depuis plus de 20 ans, et en dernier, avec 6%, les femmes avec un diagnostic de diabète de type 1 récent. Alors, la règle qu'on a observée dans notre étude, mais aussi dans la littérature, dans d'autres études sur le fardeau, c'est qu'en moyenne, les femmes ont un fardeau lié au diabète de type 1 plus important, donc les hommes un peu moins. Et l'échelle PAID, ça va de 0 à 100. Plus on est élevé, plus le fardeau, des fois on appelle aussi la détresse liée au diabète, est élevée. Et donc, en moyenne, les femmes ont 8 points de plus sur cette échelle que les hommes. Maintenant, c'est quelque chose qui change avec le temps. Quand vous avez un diabète de type 1 qui a été diagnostiqué récemment, vous n'avez pas encore forcément toutes les clés en main pour vivre au quotidien avec. Par contre, plus vous vivez longtemps avec un diabète de type 1, plus la durée depuis le diagnostic est longue, plus vous avez appris à dominer, maîtriser ou vivre avec votre diabète de type 1. Et en général, cette détresse, ce fardeau, diminue avec le temps. Donc au final, plus on a un diagnostic récent, plus le fardeau est élevé et la détresse peut être parfois présente. Plus on vit longtemps avec son diabète, en général, plus on a appris à le dompter, entre guillemets, et à co-vivre au quotidien avec lui. Et donc les hommes ont un peu moins de fardeau en général que les femmes. Voilà ce qu'on a trouvé. Et dans ce travail, je voulais saluer Dulce Cagna, qui est une doctorante qui travaille sur les données que vous partagez avec nous dans l'étude SFDT1 et qui a fait une analyse, elle a fait une publication scientifique pour décrire quels sont les profils. Là, on a parlé de l'âge et la durée du diabète, mais il y a plein d'autres facteurs qu'on a analysés. Donc, il y a une publication que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse. Elle est en anglais, mais on va faire aussi des vulgarisations, des résumés en français, où on a décrit vraiment les profils. Et ça, c'est très important, c'est des informations très précieuses pour vraiment décrire le vécu des personnes qui vivent avec le diabète, quels sont leurs problèmes au quotidien et comment on peut essayer d'améliorer cette gestion. Oui, il y a des commentaires très très pertinents parmi Oui, nos participants et je me permets de te couper parce que bien sûr. je voudrais, parce qu'il y a vraiment des questions intéressantes qui sont soulevées par nos participants. Alors, il y en a deux qui attirent mon attention. Le premier, c'est selon les traitements des gens, est-ce que Oui, on a vu des différences oui. sur Pardon. C'est une très bonne question. Donc, merci d'avoir posé cette question. On a regardé si les personnes qui étaient sous multi-injection ou sous pompe seule ou sous boucle ouverte ou boucle fermée avaient des niveaux de détresse ou de fardeau différents. Et en fait, la réponse, c'est qu'en moyenne, non. Les modalités de traitement que vous avez n'ont pas un grand impact sur votre fardeau au quotidien. Par contre, on a montré que lorsque les personnes initiaient des dispositifs en boucle fermée, il y avait une légère réduction de ce fardeau, parce que ça simplifie plein de choses au quotidien en général. Donc il y a une diminution, mais ça n'enlève pas, ça ne résout pas le problème. Le diabète est évidemment toujours présent. Et donc ça on l'a montré très clairement dans le travail de Dulce Cagna. Bon, il y avait quelques questions aussi sur
Les variations glycémiques chez la femme dans Oui. le cycle menstruel. Donc ça, il y a des études qui ont été réalisées, notamment dans mon service, mais en collaboration avec des collègues, dont Jean-Pierre Rivlin. Et donc on montre effectivement qu'il y a des variations. Et là, il y a une étude récente qui a montré que sous boucle semi-fermée, donc c'est les fameuses pompes qui sont reliées au capteur de glucose, hein, il y a l'algorithme qui régule l'administration d'insuline suivant le niveau de glucose peut gommer un peu, en tout cas en grande partie, cela. Donc, c'est des choses tout à fait positives. Ouais, je voulais vraiment te remercier, Guy, pour tout ce que tu apportes en termes d'analyse comme ça d'éléments psychologiques liés au diabète. Je pense que cette charge qu'on a discutée là est quelque chose qui est pas forcément bien connu des diabétologues. Mhm. Et ça met vraiment en lumière des choses intéressantes et ce n'est qu'un début. Et alors, juste avant de passer à la deuxième partie, il y avait des commentaires qui étaient étonnés de ce que tu disais, Guy, sur le fait que la boucle fermée, l'insulinothérapie automatisée, bref, le pancréas artificiel, n'améliorait pas tant que ça la charge mentale. Et c'est vrai que parfois en consultation, on a des gens qui sont très, très améliorés par cette boucle fermée. Et d'autres qui continuent à le vivre difficilement. Je pense qu'il n'y a pas tellement, il n'y a pas de diabète pareil. Et il y a une grosse hétérogénéité. Il y a des gens vraiment qui sont très soulagés. Et c'est les témoignages que j'ai lus parmi les commentaires. Mais je crois que ces systèmes de boucle fermée, on n'en est qu'au début. Et que va y avoir, comme on l'a montré d'ailleurs dans des webinaires précédents, notamment Michael Joubert, le professeur Michael Joubert de Caen nous avait montré que dans l'avenir, on aurait des systèmes qui allègent encore plus le vécu au quotidien. Notamment, il y aura plus demain besoin forcément d'annoncer les repas. Parce que les algorithmes seront bien plus puissants. Puis il y a aussi une autre chose qui est attendue, c'est la miniaturisation. Donc voilà, c'est ce qui explique cette hétérogénéité. Chacun vit le diabète de manière un peu différente, selon sa sociologie, selon sa personnalité. Voilà, c'est Hmm. un peu les Moi, commentaires. je sors de consultation, donc un de mes patients est sous boucle fermée. Il disait, ça m'a tellement amélioré un pan, mais je garde justement ce fardeau, cette difficulté au jour le jour pour le sport, pour plein de choses, plein de choses de tous les jours. Et on a vu en fait qu'il y a plein de petites décisions, on les compte même pas. Finalement, vous avez vu, vous avez sous-estimé tout à l'heure. On réalise même pas tout ce qu'on fait, on y pense tout le temps quand on a le diabète de type 1. Mais il y aura peut-être la guérison. Pierre-Yves, tu veux nous raconter? Ça, c'était une belle transition, non? Oh, Excellente, ouais. excellente, excellente. Bon, tu as fait ça toute ta vie, hein. Peut-être juste avant de te laisser la parole, je voudrais présenter Pierre-Yves Benamou Ouais. à nos participants parce que c'est quelqu'un de connu dans le monde entier hein, pour tous ses travaux. Pierre-Yves a beaucoup apporté sur la technologie appliquée au diabète. Hein. Sur la boucle fermée. Il s'est investi depuis des années sur cette thématique et parallèlement, il travaille beaucoup sur tout ce qui est les solutions de guérison du diabète par la thérapie cellulaire les greffes d'îlots, et il y travaille depuis des années, tant en clinique, il a beaucoup œuvré pour que la greffe d'îlot soit une solution thérapeutique pour une petite catégorie de patients, mais également en recherche sur les thérapies cellulaires. Et il travaille depuis des années à Grenoble en tant que professeur d'endocrinologie et de diabétologie. Et on est vraiment très fiers et contents de le recevoir et pour qu'il nous parle justement de cette thématique qui est la thérapie cellulaire. Est-ce une future guérison du diabète? Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, et merci aux organisateurs et aux promoteurs de SADT1 de m'inviter ce soir pour cette réunion. Et je lisais dans le chat, là, je crois que c'est Bénédicte qui a fait ce commentaire qui m'interpelle et qui disait je crois qu'on serait perdu avec une greffe, on aurait moins de contraintes au quotidien et on en a tellement eu pendant des années qu'on va se retrouver un petit peu désemparé. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire dans son commentaire. Et c'est pas du tout anodin parce que il est exact que jusqu'à présent, la plupart des patients qui ont bénéficié d'une thérapie cellulaire du diabète en ont bénéficié après au moins 20 ans d'ancienneté de la maladie. Et je dis toujours que on ne peut pas effacer comme ça, d'un coup de baguette magique, tout ce vécu difficile et tellement contraignant, même avec une thérapie cellulaire. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation qui est important et beaucoup de patients me l'ont rapporté.
Je vais tout de suite passer par la première diapositive. Si Mathilde veut bien la passer. C'est vrai qu'en près de 40 ans de carrière, je ne compte plus le nombre de patients qui, pendant la consultation, me demandent alors où en est-on des greffes, où en est-on des greffes, et ce soir l'occasion pour moi de vous en parler. Vous savez que les greffes sont maintenant remboursées pour ce qui est de la greffe d'îlots classique. C'est ce que j'ai marqué à gauche de ma diapositive, c'est les îlots prélevés sur des donneurs d'organes qui sont des donneurs en état de mort encéphalique. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu maintenant une routine destinée à certains patients en très très grande difficulté, et c'est désormais remboursé par la Sécurité sociale depuis 2021. Mais je crois que vous avez déjà eu une réunion là-dessus. Je crois que c'est Sandrine Lablanche qui avait dû vous en parler. Et donc, je n'en parlerai pas, sauf en cas de question, bien sûr, mais je n'ai pas prévu de vous en parler ce soir. Donc, je vais me concentrer sur ce que l'avenir va nous apporter. Vous voyez, je m'avance, mais je pense que ça va être une réalité. Et donc, il y a trois pistes qui sont intéressantes et qu'on va essayer d'exposer ce soir. C'est d'une part le recours à des cellules souches qui sont généralement, actuellement, c'est des cellules souches qui sont prélevées sur des embryons, donc sur des produits d'avortement. Et il y a une autre catégorie de cellules souches, c'est ce qu'on appelle les cellules souches induites, c'est-à-dire que ce sont nos propres cellules. On sait que on a en nous des cellules qui sont capables de se transformer en plein d'autres organes. Et on est capable aujourd'hui de transformer des cellules, par exemple, prélevées au niveau de la peau, de notre peau, et de les faire devenir des cellules fabricatrices d'insuline. Donc ça, c'est une autre piste. Et puis, il y a une troisième piste qui est encore un peu plus futuriste, qui consisterait à modifier l'expression de certains gènes dans des cellules, de manière à ce qu'elles ne soient plus rejetées par le système immunitaire. Alors, on va aborder donc tout ça. Mathilde, je vais vous demander la première diapositive. Donc, on va commencer par les souches embryonnaires, la diapositive suivante. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, cellules souches, ça veut dire que c'est des cellules qui, au départ, n'ont pas de fonction particulière. C'est des cellules qui sont capables d'aller dans toutes les directions. Et par définition, l'embryon, c'est au tout début de l'embryon, ces quelques cellules qui composent un embryon sont capables effectivement de se différencier, se transformer en cellules de neurones, en cellules de peau, en cellules digestives, et donc en cellules de glandes endocrines, donc en cellules fabriquant de l'insuline. Donc, c'est quelque chose qui est en état de recherche depuis plus de 30 ans. Ça commence vraiment à émerger depuis environ 20 ans, et on voit les premières données chez l'homme, avec une application chez l'homme, depuis 3 ou 4 ans environ. Donc, cette diapositive résume en fait tout le chemin que parcourt une cellule souche à gauche pour devenir à droite un amas de cellules d'îlots de pancréas. Donc ça, on a décortiqué ce chemin que suit la cellule et on a été capable de le reproduire en éprouvette, donc in vitro, avec soit des manipulations utilisant des vecteurs de type virus, soit avec des substances moléculaires, des produits chimiques, on arrive effectivement à orienter la transformation de la cellule pour qu'elle ait la fonction qu'on veut lui donner, en l'occurrence fabriquer de l'insuline. Et on fait ces manipulations en éprouvette, mais il faut savoir qu'une fois que l'on greffe ces cellules, elles peuvent continuer dans un organisme vivant à se transformer, donc elles peuvent continuer à évoluer pour acquérir une fonction définitive. La diapositive suivante. Alors, les questions que ça pose, avant même de vous montrer les résultats qu'on a obtenus chez l'homme avec ces cellules souches, il y a quand même des questions. Et ces questions, on se les est posées et ça pose effectivement des problèmes éthiques. Première question, est-ce qu'elles vont fonctionner normalement? Eh bien, je peux vous dire d'emblée, la réponse est pas oui. La réponse est non pour l'instant, à savoir que ces cellules, en 2025, ne fabriquent pas l'insuline tout à fait, de façon tout à fait similaire aux cellules normales, aux cellules de pancréas normales. Néanmoins, cette capacité de fabrication d'insuline est quand même suffisante pour réguler la glycémie. On va voir ça tout à l'heure. La deuxième question qui se pose, c'est
quelle est la nature véritable de ces cellules? Quelle est l'identité de ces cellules? Qu'est-ce que l'on va greffer? On n'est pas certain que ces cellules soient tout à fait mûres. On se rend compte que lorsqu'on regarde les productions, les différentes molécules que produisent ces cellules, elles ne sont pas tout à fait mûres comme une cellule pancréatique normale l'est. Et en particulier, l'îlot que l'on va obtenir à la fin de toutes ces manipulations, vous savez que l'îlot, ce n'est pas un amas qui contient 100% de cellules qui fabriquent de l'insuline. Dans un îlot de pancréas, il y a des cellules qui fabriquent de l'insuline, environ 70%, mais il y a également des cellules qui fabriquent du glucagon, des cellules qui fabriquent de la somatostatine. Bref, il y a un mélange de plusieurs types de cellules. Eh bien, ce mélange dans l'îlot artificiel que l'on va fabriquer n'a pas la même distribution que l'îlot normal. Et en particulier, on s'est rendu compte que ces cellules souches qu'on manipule aujourd'hui, elles produisent un peu de sérotonine. C'est une substance qui produite par des cellules endocrines du tube digestif notamment. Donc tout ça pour vous dire que c'est un abus de langage quand on dit qu'on va greffer des îlots. C'est des pseudo-îlots en quelque sorte que l'on va greffer. La troisième question, Mathilde, c'est très bien de fabriquer ces cellules, mais on a pu montrer qu'on pouvait fabriquer des îlots pour greffer un patient. Vous allez voir les résultats tout à l'heure. Mais la question, c'est qu'on veut greffer non pas un patient, mais on veut greffer 10 millions de personnes dans le monde qui vivent avec un diabète de type 1. Est-ce que sur un plan industriel, puisque ça sera probablement une compagnie pharmaceutique qui va nous livrer ces cellules, est-ce qu'on est capable en 2025 de garantir que pour 10 millions de personnes, on aura la bonne composition en cellules bêta, en cellules à insuline, à glucagon, etc. Est-ce qu'on est capable de produire le nombre optimal de cellules? On considère qu'il faut probablement plusieurs dizaines de millions de cellules à greffer. La réponse aujourd'hui en 2025 est non. C'est l'enjeu de toutes les recherches aujourd'hui, les réunions actuellement, c'est on a montré que le concept marche, mais on n'est pas encore capable industriellement de produire ça pour tous les patients qui vont le demander. Et la quatrième question, Mathilde, c'est avec tout ce que je vous ai dit, tout de suite vous avez deviné que derrière il y a une question de sécurité. Est-ce que ce médicament cellulaire que l'on va produire, est-ce qu'il est vraiment sûr sur le plan du risque? Je vous rappelle que au départ, on avait des cellules souches, donc des cellules qui peuvent se transformer en n'importe quoi. À l'arrivée, on espère qu'on a 100% de cellules qui fabriquent des hormones, de l'insuline notamment, mais si jamais il reste 1% de cellules qui sont encore souches, ces cellules qui sont encore souches, elles peuvent éventuellement se transformer et pas forcément se transformer de ce que l'on souhaite. Et on a pu montrer dans certaines préparations de ces cellules que ces préparations n'étaient pas très très stables et au niveau chromosomique, au niveau génomique. Et donc, il y a un risque que bien sûr, il faudra réduire au plus bas possible lorsque l'on franchira la barrière entre la recherche clinique et la routine, c'est-à-dire le traitement de routine. Et donc ça, c'est tout l'enjeu des recherches qui vont nous occuper dans les quelques années qui restent avant que ce soit vraiment disponible en routine. Mathilde? Alors, il y a une compagnie américaine qui est basée à Boston, qui s'appelle Vertex, qui fabrique des médicaments pour beaucoup de maladies, et notamment qui travaille sur le diabète, qui a communiqué les résultats des premières études, à ma connaissance, qui ont été faites dans le monde, avec des cellules souches embryonnaires qu'ils sont capables, eux, de transformer en cellules fabriquant de l'insuline. C'est des cellules qu'on appelle VX880, c'est leur nom de code. Et donc, ils ont rapporté au Congrès américain cette année, en 2024, une étude qui a porté sur des patients adultes qui avaient un diabète de type 1 et qui ne ressentaient plus leurs hypoglycémies et qui notamment avaient présenté des hypoglycémies sévères dans l'année qui avait précédé la greffe, et ils leur ont proposé de participer à cette recherche. Mathilde, la suivante. Bon, je passe, ils ont proposé cette étude à 14 patients, et donc, voilà, donc c'est ça, très bien, bougez plus Mathilde. Et donc, vous voyez ici le résultat de cette étude
D'abord, à gauche, c'est l'évolution de l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. C'est les 12 patients pour qui les résultats étaient interprétables. Et vous voyez que l'HbA1c était élevé au départ, enfin élevé, il était à 7,8%, mais certains atteignaient 9,9%. Et vous voyez que dans les mois qui ont suivi, leur taux d'hémoglobine glyquée a diminué. La ligne transparente, la ligne pointillée, je veux dire, c'est la ligne des 7%. Et vous voyez qu'au bout de 6 mois, 180 jours, tous les patients étaient tombés en dessous de 7% d'hémoglobine glyquée. Et ça s'est maintenu pour la durée du suivi de l'étude, hein, jusqu'à un an, voire même jusqu'à 15 mois pour un patient. Et à droite de la diapositive, vous savez, quand on porte un capteur de glucose, on peut maintenant mesurer le temps passé dans la bonne fourchette glycémique, hein, entre 70 et 180 mg. Et vous voyez que ce temps passé en vert, hein, dans la bonne fourchette, il était de moins de 50% au départ. Et au fur et à mesure du temps, après la greffe, ce temps a augmenté pour atteindre quasiment 100%, 95% du temps dans la bonne fourchette glycémique, un an après la greffe. Et cela sans aucune hypoglycémie, hein. Les hypos, c'est ce qui est marqué en rouge en bas, et on voit qu'il n'y a plus du tout de rouge chez les 12 patients qui ont été greffés. Voilà le cliché suivant, Mathilde. Et alors, ce cliché, il est encore plus intéressant, parce que c'est non pas l'hémoglobine glyquée, c'est non pas le temps dans la bonne cible, mais c'est la consommation d'insuline. Et vous voyez, la consommation d'insuline chez ces patients, eh bien, elle a diminué. Et si vous regardez au milieu du graphique à 180 jours, eh bien, à 180 jours, la plupart des patients n'avaient plus besoin d'être traités à l'insuline. Et pour l'instant, on a les données uniquement des 4 premiers patients, les 4 premiers qui ont été greffés. Eh bien, à un an, ces 4 premiers patients greffés sont tous sevrés d'insuline. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr une excellente nouvelle, hein. Donc ces patients ne présentent plus d'hypoglycémie et n'ont plus besoin d'insuline. Alors, la question suivante, la diapositive suivante, c'est bien sûr, et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, moi, j'ai besoin de savoir, ça a duré un an, c'est déjà bien. Est-ce que ça peut tenir plus longtemps? Ceux d'entre vous qui ont participé au webinaire sur les greffes d'îlots ont dû apprendre que les greffes d'îlots classiques, ça tient au moins 10 ans. On a même atteint des rapports sur une survie de ces îlots sur 20 ans. Donc, il faudra savoir si ces pseudo-îlots pourront survivre 2, 3 ans, 5 ans. Probablement que 2 à 3 ans, ça serait la durée minimum pour envisager une utilisation en routine. Alors, la deuxième question, c'est que ces patients qui ont été greffés, il faut bien considérer que c'est des cellules souches embryonnaires qui ont donc été prélevées sur, c'est des produits d'avortement, donc c'est des cellules qui sont étrangères. Et pour ne pas qu'elles soient rejetées, ces 12 patients que je vous ai montrés ont tous été mis sous un traitement anti-rejet, donc des immunosuppresseurs de la famille de la cyclosporine, etc. Donc c'est des anti-rejets qu'on utilise, qui sont identiques à ceux qu'on utilise par exemple pour une greffe de rein, une greffe de foie. Et il n'est pas question d'utiliser ces traitements anti-rejet lorsque le besoin ne le justifie pas. Et donc, on va essayer maintenant, c'est le prochain protocole qui est proposé par la compagnie Vertex, c'est de mettre ces cellules dans une sorte de chambre, une sorte de capsule qui contiendra plusieurs millions de cellules et qui empêchera les globules blancs du patient, responsable du rejet, d'aller détruire les cellules. Donc ce projet s'appelle non plus VX 880, mais VX 264, peu importe, et il est sur le point de débuter à la fois aux États-Unis et en Europe, y compris d'ailleurs auprès de centres français qui sont portés candidats. Et bien sûr, la troisième question, c'est est-ce que ces cellules qui ont bien marché pendant un an, est-ce qu'elles vont ne pas filer du mauvais coton? Est-ce qu'elles pourraient éventuellement se transformer en autre chose qu'on n'aimerait pas voir? Et ça, c'est seul l'avenir nous le dira. C'est de la recherche clinique. La recherche clinique, ça veut dire que on accepte un risque que les comités d'éthique jugent euh, euh, raisonnable et digne d'être tenu parce que l'information que l'on va en tirer sera fondamentale pour la santé publique et ce risque est suffisamment faible pour être maîtrisé et voilà.
Donc, c'est du domaine de la recherche, ce n'est pas encore du domaine de la routine. La diapositive suivante. Alors, pour les cellules pluripotentes autologues, ça, j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé parce que ça en fait encore plus rêver. Cette fois-ci, c'est non plus des cellules embryonnaires étrangères, mais c'était des cellules du soi. Si vous regardez le schéma, cette patiente, puisque c'est une patiente chinoise de 25 ans, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a prélevé au niveau de son abdomen des cellules graisseuses, des cellules adipocytaires. Et dans ce prélèvement de cellules graisseuses, il y a des cellules souches. Il y a des cellules qui ne sont pas différenciées, des cellules qui sont un petit peu en attente, en quelque sorte, du besoin de l'organisme. Et cette équipe chinoise, à partir de ces cellules souches, a manipulé chimiquement ces cellules pour les transformer, vous voyez à gauche, en haut à gauche, en rouge là, pour les transformer en pseudo-îlots. Et ces pseudo-îlots, ils ont ensuite été implantés chez cette femme. Et ils ont été implantés, d'ailleurs, c'était original, ils ont greffé ces cellules au niveau des muscles de la paroi abdominale, qu'on appelle les muscles grand droit. Donc, on a pu les surveiller en IRM notamment. On a pu vérifier qu'elles étaient toujours là. Et cette patiente jeune, 25 ans, a été transplantée avec ces cellules. Mais ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'elle était volontaire pour cette recherche? C'est que, de façon un peu curieuse, elle avait déjà eu une greffe de foie, cette patiente. Elle a une cirrhose d'origine X qui a nécessité d'ailleurs 2 greffes de foie, une en 2014 et en 2016. Et donc, cette patiente est déjà sous traitement anti-rejet. Elle était déjà sous immunosuppression, sous traitement anti-rejet. Il se trouve qu'elle présentait par ailleurs des hypoglycémies très sévères, récurrentes. On lui avait proposé une greffe de pancréas il y a 7 ou 8 ans qui a échoué, et donc elle continue à présenter des hypos. Et donc c'était une candidate pour ce type de recherche. Ce qui est original, c'est que cette greffe, elle a même pu être faite sur rendez-vous parce que les îlots qui ont été produits ainsi ont été congelés. Et donc, elle s'est présentée dans son hôpital en Chine sur rendez-vous pour qu'on lui injecte ces pseudo-îlots congelés et décongelés. Et donc, on va voir ensuite les résultats. Mathilde, sur la diapo suivante. Et donc, les résultats ont été spectaculaires, c'est pour ça que ça a fait couler beaucoup d'encre. Vous voyez en haut à gauche, c'est sa consommation d'insuline. Vous voyez que sa consommation d'insuline en haut à gauche, au 75e jour, elle était à zéro. Elle était sevrée d'insuline. C'était merveilleux, c'était très très spectaculaire. Au milieu, vous avez sa glycémie à jeun, donc la glycémie est restée parfaitement stable. En dessous, c'est sa fabrication d'insuline. On mesure le C-peptide, c'est une substance dérivée de l'insuline qui nous permet de savoir que l'insuline qu'on mesure dans son sang, c'est bien de l'insuline produite par son greffon. Au départ, lorsqu'on a un diabète de type 1, ce C-peptide est à zéro, et puis lorsqu'il monte, ça veut dire qu'on se remet à fabriquer de l'insuline. En haut à droite, vous avez le fameux temps dans la cible qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, elle est partie de 43% pour arriver à quasiment 100% dans la cible sans aucune hypoglycémie. Et puis, pour finir en bas, vous avez son hémoglobine glyquée qui est tombée en dessous de 5%. Vous voyez, 4,76% d'hémoglobine glyquée. C'est un résultat effectivement extrêmement encourageant, magique. Je trouvais que c'est, pour ma part, en 2024, c'est la publication qui m'a fait le plus vibrer quand j'ai vu ça. La diapositive suivante, parce qu'une fois qu'on a vibré, après, il faut laisser un peu le temps, et puis après, le son, il s'éteint, et puis là, on peut réfléchir, et bon, et après? Je repose la même question, et après? Bon, comme toujours, est-ce que ça va durer au-delà d'un an? Eh bien, notre équipe chinoise nous le dira. Ils nous diront également, il y a eu 2 autres patients qui ont reçu la même transplantation, donc on va voir si c'est reproductible chez d'autres personnes. Ça sera intéressant. La question du traitement de masse pour des millions de gens, je vous l'ai posé tout à l'heure, qui va être capable de produire ces cellules? Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, c'est des cellules du soi, donc c'est ce qu'on appelle les cellules autologues. Donc en principe, elles ne sont pas rejetées, mais je vous rappelle quand même que lorsque l'on devient diabétique de type 1, c'est qu'on a rejeté ses propres cellules. Et donc là, cette femme chinoise, elle ne les a pas rejetées parce qu'elle était sous traitement anti-rejet, mais est-ce que le jour où on fera cette procédure chez quelqu'un qui n'a pas de traitement anti-rejet,
est-ce qu'on ne va pas voir réapparaître la maladie immunologique de départ? Donc tout ça pour dire que cette recherche, elle est indissociable des autres recherches qui sont conduites actuellement sur l'immunologie et sur l'auto-immunité, sur en quelque sorte la mise au point d'un vaccin antidiabétique. C'est indissociable. Voilà. Alors, la question, les commentaires, je les vois du coin de l'œil et je pense qu'on va avoir une discussion intéressante. La troisième chose, et après je pense que j'aurai quasiment terminé, c'est très brièvement les cellules hypoimmunes. Mathilde, la suivante. Hypoimmune, ça veut dire que c'est des cellules qui seraient moins reconnues par le système immunitaire et qui seraient moins rejetées. Bon, cette diapositive est peut-être un peu compliquée, mais c'est l'équipe canadienne qui fait beaucoup de greffes d'îlots. Ils ont fait un papier qui est passé un peu inaperçu, mais qui est fantastique. Ils ont comparé le résultat des greffes selon les antigènes HLA du donneur. Vous savez que sur toutes nos cellules, on a des antigènes, un peu comme les groupes sanguins. Et ces antigènes permettent de nous différencier de notre voisin, voire même de notre frangin, de notre sœur, bref. Et ils se sont rendus compte que les donneurs de type DQ8, donc c'est la carte d'identité de ces donneurs, eh bien, survivaient beaucoup mieux, c'est les donneurs en rouge ici, que les donneurs qui n'avaient pas le marqueur DQ8. Donc ça veut dire que quelque part, le système immunitaire, il peut être leurré, il peut moins réagir face à un ennemi qui a l'air un peu mieux disposé en quelque sorte. Cliché suivant. Et donc ça veut dire que si on arrive à manipuler ces marqueurs HLA sur la cellule, peut-être qu'on aura moins de rejet. Et on est capable, vous savez, il y a eu un prix Nobel de médecine qui a été donné il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, à des chercheurs qui ont montré, le fameux système CRISPR-Cas9, qui ont montré qu'on peut enlever des gènes, les exciser, couper ces gènes et les remplacer par un autre gène. Donc cette technique, elle fait faire des progrès fascinants dans les thérapies géniques notamment. Et cette équipe a montré sur un donneur, sur un modèle qui est un modèle très particulier, qui est un modèle de primate, donc de singe. Ils ont donc prélevé des îlots chez un donneur rhésus. Ils ont appliqué cette technique de modification des gènes dans l'îlot et ils ont ensuite injecté ces îlots à un autre singe, donc complètement différent, qui en principe aurait dû rejeter ces îlots. Et vous voyez très brièvement sur la courbe du bas que la glycémie de ce singe receveur qui était rendu diabétique, cette glycémie en bleu s'est normalisée en même temps que ce singe s'est mis à produire du C-peptide. Donc, N égale 1, c'est un seul cas qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça va arriver avant les cellules souches dont je vous ai parlé tout à l'heure? Je ne sais pas, je l'ignore. Cliché suivant. Ça sera ma dernière diapositive sur cette recherche. Ne lisez pas parce qu'il y a aucun, il y a pas de figure, il n'y en a pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour publier en sciences, on publie plus dans les journaux scientifiques, on publie dans les journaux grand public, on publie dans The Times. Et cette équipe américaine et suédoise, Carlson est un chercheur que je connais personnellement, Uppsala, c'est quelqu'un de sérieux, a rapporté avoir greffé un homme, cette fois-ci, avec cette même technologie que je viens de vous montrer, donc avec des îlots modifiés génétiquement, rendus hypohumains et sans traitement anti-rejet. Et dans leur communiqué de presse, ils ont dit qu'après quelques semaines, cet homme suédois produisait de l'insuline sans avoir eu besoin de traitement anti-rejet. Donc, peut-être que la boucle est bouclée. On a une approche qui nous permet de ne pas avoir besoin de traitement anti-rejet et une approche qui nous permet de produire des cellules potentiellement en quantité illimitée lorsque les industriels auront identifié la façon de reproduire cette méthode. Donc, je crois que j'ai encore 2 diapositives. Mathilde, passez les suivantes. Je passe là-dessus, on va passer là-dessus, on développe des capsules, des systèmes d'encapsulation, peu importe, on va passer là-dessus. Passez la suivante, Mathilde. Voilà.
Le message que j'aimerais vous faire passer ce soir, c'est que pour ma part, je fais cette recherche, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les greffes de cellules. J'ai commencé en 1991 à travailler là-dessus. Eh bien, c'était pas gagné à l'avance. Le fait ce concept de prendre une cellule, de l'extraire d'un donneur, ou bien de la façonner en éprouvette, de l'implanter chez un être humain, et de voir que cette fabrication d'insuline allait persister pendant plusieurs mois, plusieurs années, et réguler la glycémie, eh bien, pouvait nous dire au départ, mais ça va marcher. Eh bien, ça marche. Donc, pour moi, je suis toujours, malgré mon âge avancé, je suis toujours estomaqué de voir que ça marche. C'est une preuve de concept absolument fascinante. Et je crois que le principal défi que l'on a maintenant, c'est pas un défi conceptuel, c'est un défi purement technologique. C'est comment de passer de n égale 1 patient à n égale 10 millions de patients qui attendent avec impatience ces transplantations de cellules. Voilà mon message. Je crois que j'ai une diapositive optimiste à la fin. Donc ça, c'est une feuille de route que propose la Fondation nord-américaine, ex-JDRF, pour la thérapie cellulaire. Et le dernier cliché, c'est voilà, vous montrer que on attendait par exemple la boucle fermée. On l'attendait depuis 15 à 20 ans. Elle est arrivée il y a 4 ou 5 ans. Ça a été un progrès extraordinaire. Et on a rapporté, là, au dernier congrès, il y a une semaine, les full closed loop, c'est-à-dire des systèmes qui te permettent de ne même plus avoir besoin de déclarer les repas. La suivante, je vous ai montré aujourd'hui que la thérapie cellulaire curative, c'est également une réalité pour certains patients. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Et la troisième, Mathilde, ça sera l'objet d'un prochain webinaire, à moins que vous l'ayez déjà fait, je ne sais pas, c'est tout ce qui concerne les immunothérapies, la régénération des cellules, comment bloquer la réponse auto-immune. Si on combine les deux choses, la thérapie cellulaire et l'immunothérapie, on aura peut-être effectivement une solution pour greffer des cellules sans traitement anti-rejet de façon durable. Je crois qu'on va prendre les questions maintenant. Je crois que je vous ai Thierry, montré l'essentiel. Oui, oui. juste au vu des réactions très riches au cours de ta présentation, je peux dire que tu nous as tous fait rêver. C'était une présentation magnifique. Et évidemment, il y a énormément de questions, donc je vais choisir quelques-unes. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de questions au début auxquelles tu as répondu dans le courant de ton propos. Vraiment, je voulais te remercier très vivement pour cette présentation qui était fantastique. Moi, j'ai envie de commencer par les questions qui sont arrivées à la fin. Euh, En gros, les gens demandent, mais c'est pour quand? Et en France, où on en est? En gros, ils veulent savoir, mais quand nous, on pourra en bénéficier? Alors, c'est une question, bien sûr, qui est très, très prégnante et je serai très prudent pour répondre. Si on considère, par exemple, les greffes d'îlots qu'on a commencé à faire, je dirais, en recherche clinique au début des années 2000, hein, c'était en 2001 qu'on a commencé les greffes d'îlots, ça a commencé à devenir routinier dans certains pays d'Europe en 2016-2017 et en France en 2020. Donc ça vous donne l'horizon. Ça a pris 20 ans pour des îlots pour être autorisés et passer en routine. Mais comme vous le savez, tout s'accélère dans le monde. Donc ce qui a pris 20 ans pour une première technologie prendra peut-être moins de temps pour la suite. D'autant plus que la recherche sur les cellules souches, elle n'a pas attendu 2020 pour démarrer, elle a démarré en même temps que les îlots, voire même avant. Donc on peut espérer que ça soit plus rapide que pour les îlots. Raisonnablement, je vois mal ça passer en routine avant 5 à 10 ans. Je le vois mal. J'ai pris un risque en vous disant un chiffre, 5 à 10. Mais voilà, c'est mon pronostic. C'est mon pronostic. Donc, en tout cas, Jean-Pierre, peut-être avant ta retraite à toi. Ah non, ça, c'est pas C'est sûr. ce que je te souhaite. Une dernière question parce que là, il faut aussi, on a encore un petit sujet à aborder avec Emmanuel.
les gens ont beaucoup posé de questions qui sont un peu, qui se recouvrent entre elles. C'est la question de finalement prendre des immunosuppresseurs. Est-ce que c'est plus ou moins contraignant que prendre de l'insuline? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce que c'est contraignant? Oui, oui. Ils demandent Il y a- quelle il y est a- la balance, quoi. C'est une bonne question, je trouve. C'est une question. C'est une très bonne question. Certainement, c'est contraignant. Enfin, la prise d'un médicament matin et soir et qui doit être chrono-réglé, hein. C'est pas, on peut pas se dire ah, je l'ai oublié ce soir, je le reprendrai demain. Non, c'est fondamental d'avoir un horaire de prise très régulier. Autrement, il y a un risque de rejet. Et un rejet, on perd tout et c'est vraiment c'est dramatique. Donc, il faut être extrêmement régulier dans la prise des médicaments. Donc c'est une contrainte. C'est certainement pas la même contrainte que l'insulinothérapie. Je pense que parmi toutes les contraintes les plus lourdes, je pense que l'insuline fait partie des traitements les plus contraignants. Mais il y a des effets indésirables de ces traitements anti-rejet. Il y a des effets indésirables, mais comment dire, les études que l'on a faites sur des cohortes de plusieurs dizaines de patients greffés, voire même quelques centaines maintenant, montrent que le signal danger, on pense en particulier au risque de cancer induit par l'immunosuppression, ce signal, il ne s'est pas allumé. Il y a bien sûr un risque de cancer avec les traitements anti-rejet, mais il n'est pas si élevé que ce que l'on a bien voulu dire, notamment parce que ces patients sont surveillés très très près. Et donc, à la limite même, ils bénéficient d'une surveillance médicale bien plus rigoureuse que le commun des mortels, en quelque sorte. Donc, oui, il y a des effets indésirables, mais ils sont moins importants que ce que l'on écrivait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pierre-Yves, je vais faire un résumé d'énormément du même commentaire qui revient partout. C'est merci pour tout ce que tu nous as apporté et d'être venu et d'avoir pris le temps et d'avoir été aussi pédagogique et clair et pour tout ce que tu fais. Maintenant, je Merci. passe la parole à Manu pour conclure le webinaire. On a une dernière question importante pour vous et Manu va prendre le relais. Très bien, donc on va vous faire voter. On remercie bien sûr Pierre-Yves, je le fais aussi oralement. Là on parlait éventuellement d'immunothérapie et tout ça, mais la prochaine fois, on a ces propositions-là pour le prochain webinaire à travailler ensemble si vous voulez, si ça vous intéresse. Grossesse et diabète, sommeil et diabète, intelligence artificielle et diabète. Donc vous savez que l'intelligence artificielle peut être dans plein d'outils pour aider les personnes avec un diabète, les soignants aussi d'ailleurs, ou éventuellement un autre sujet. Et on vous propose donc de voter sur ces sujets pour la prochaine fois. OK, on a un vote important sur intelligence artificielle et diabète. Et ben, je pense qu'on va prendre ça. C'est tout, il faut être simple dans la vie, puisqu'on vous demande de choisir. Nous, ça nous plaît bien. En plus, on a un super expert qu'on connaît très très bien. Donc peut-être c'est à lui qu'on va demander. C'est Guy Fagerazzi qui est là devant vous. OK. Et puis moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse de grossesse et diabète parce que j'aime bien ce sujet. Mais j'ai bien vu qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas spécialement et c'est pas du tout un souci. On va aller vers ce qui est le plus intéressant. Il nous reste 1 minute pour vous dire au revoir et vous remercier tous. Voilà, ça c'est l'équipe. On vous remontre, hein, c'est vraiment, on est très liés, on aime beaucoup travailler ensemble. On a des canaux de communication, il y a le site SFDT1 comme vous voyez. J'ai vu aussi qu'il y a des personnes qui travaillent dans le soin et qui sont au congrès de la Société francophone du diabète, donc à initier l'étude. SFDT1, ça vient de là. C'est un congrès à Paris la semaine prochaine sur le diabète. Donc on a des communications avec les résultats des SFDT1 aussi. Et voilà. Donc on vous remercie tous. Tout le monde dit au revoir peut-être? Ouais, au Merci revoir. beaucoup. Et j'en profite pour dire, répondez bien au questionnaire, c'est vraiment précieux pour nous, comme ça a été montré aujourd'hui. Et merci pour tout ce que vous nous apportez. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Mathilde pour Merci. Merci à l'organisation. tous. Au Merci revoir. Hervé Au aussi. revoir. Au revoir à tous.